La stratégie du coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara. Dans ce téléphone rouge, pour tout avouer devant le grand peuple africain. Donc ne ratez cette émission pour rien. Le coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comment allons-nous traiter cette question? Je vous ai préparé un exposé rigoureux et discipliné sur ce sujet. Cet exposé est prêt là. Voilà le plan. Le plan est là. Quand vous entendez votre serviteur vous parler, sachez toujours qu'il a pris amplement le temps de réfléchir à ce qu'il va vous dire. Le téléphone rouge, c'est la magie. Le Congo ne tombera jamais. Bientôt, il va totaliser 36 ans depuis qu'il est à la tête d'un grand pays dénommé la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, le nounou de l'Occident, le patin de l'Occident, le président dont l'Occident est en train de manipuler pour imposer sa dictature et ses coups d'État en Afrique. Raison pour laquelle aujourd'hui, le professeur Franklin Nyamsi va nous expliquer. Il a tout dit. Il a dit, je vais lire ensemble avec vous, la stratégie du coup d'État permanente d'Alassane Dramane Ouattara. Là, c'est le professeur Franklin Nyamsi. Il a encore expliqué, il a dit comment échapper de ce coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara. On va suivre ce speech, mais je vais inviter beaucoup vraiment des Africains, beaucoup de politiques africaines, d'entrer dans ces sujets et puis beaucoup des analystes politiques, donc je précise, des analystes politiques, d'essayer un peu d'analyser ces discours du professeur Franklin Nyamsi ensemble avec moi, et puis on va comprendre est-ce qu'il y a des stratégies purement posées pour échapper au coup d'État permanent. Suivons cette vidéo et puis on va revenir pour commenter ensemble avec vous. Notre sujet aujourd'hui, c'est la stratégie du coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre cette stratégie pour la combattre. Car c'est la connaissance qui vous permet par la suite de vous libérer. C'est en connaissant la vérité que vous tracez le chemin de votre libération. Vous êtes plus de 1000 personnes rassemblées sur YouTube. Franklin Nyamsi Ouattara Cameroun, l'Afrique des libertés. Est-ce que vous avez pensé à partager 1000 fois cette émission et à appuyer au moins 1000 fois sur le pouce levé sous la vidéo? Vous êtes près de 500 personnes rassemblées sur YouTube. Franklin Nyamsi et sur Facebook Franklin Nyamsi et TikTok Franklin Nyamsi Ouattara Cameroun. Partagez, s'il vous plaît, cette émission sur vos réseaux afin que la vérité soit connue et que l'œuvre d'émancipation de l'Afrique passe par tous les cœurs, par tous les cerveaux disponibles. La stratégie du coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara. À la fin de cette émission, nous lui donnerons symboliquement la parole. Il sera convoqué, comme prévu ici, dans ce téléphone rouge, pour tout avouer devant le grand peuple africain. Donc ne ratez cette émission pour rien, car à la fin, nous concluons par le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie.
Ils viendront tous ici s'exprimer. Tous les satrapes, spécialistes du coup d'État permanent en Afrique. Donnez l'émission autour de vous, nous commençons dans moins d'une minute. Nous commençons sans plus tarder nos travaux. Le coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comment allons-nous traiter cette question? Je vous ai préparé un exposé rigoureux et discipliné sur ce sujet. Cet exposé est prêt là. Voilà le plan. Le plan est là. Quand vous entendez votre serviteur vous parler, sachez toujours qu'il a pris amplement le temps de réfléchir à ce qu'il va vous dire. Le plan est là. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Je vais commencer par vous expliquer la notion de coup d'État permanent. Ce n'est pas n'importe quelle notion dans le domaine du discours politique, de la philosophie politique, de la science politique ou même de la rhétorique politique. Il faut que vous sachiez ce que signifie la notion de coup d'État permanent. Je commencerai par expliquer ce que c'est. Et puis, toujours dans cette première explication, je vais indiquer pourquoi il y a des hommes politiques qui ont souvent recours à cette méthode, la méthode du coup d'État permanent. Ce qui vous permettra de comprendre la chronique de l'histoire des coups d'État permanents d'Alassane Dramane Ouattara. L'histoire du coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire sera plus aisée à comprendre grâce à cette première partie. Une première partie ayant pour but d'établir les définitions. Il faut que nous soyons au clair sur la notion que nous employons avant d'aller plus loin. Pour appliquer la notion de coup d'État permanent à M. Alassane Dramane Ouattara, encore faut-il bien s'entendre sur ce que ça veut dire. Puis, dans la deuxième partie de notre exposé, nous allons étudier donc les grandes étapes de la stratégie du coup d'État permanent chez Ouattara. Une stratégie utilisée autant quand il est au pouvoir que quand il est dans l'opposition. Comment Alassane Dramane Ouattara a-t-il été un adepte du coup d'État permanent depuis qu'on le connaît à la fin des années 80 dans le monde politique en Côte d'Ivoire, où il arriva comme un cheveu dans la soupe. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser aux méthodes à employer pour rompre, briser le coup d'État permanent qu'Alassane Dramane Ouattara impose depuis maintenant 35 ans au moins à la nation ivoirienne. Un coup d'État permanent qu'il commence à imposer pratiquement à toute la nation ouest africaine et même à la nation africaine continentale et mondiale. Voilà le programme de cette émission. Si c'est un programme qui vous intéresse, protégez-le. Protégez ce programme et protégez-la. Protégez cette émission en la partageant et en appuyant sur les icônes permettant de maintenir en éveil les meilleures machines de ce dimanche 5 mai 2024 sur la Terre des Hommes. Sentez-vous saluer une fois de plus. Où que vous soyez à travers ce monde, Africaines, Africains, amis américains, européens, asiatiques, vous des îles et des péninsules, bienvenue à l'émission du serviteur des pains spirituels, la liberté des Africains. J'ai dit que l'émission se conclura par un téléphone rouge. Nous allons donner la parole en mode satirique au satrape reptilien en personne, qui, accompagné de sa cour et de ses conseillers, non moins satrapiques et reptiliens que lui, va nous expliquer, dans une langue encore infiniment plus simple, celle des émotions, sa stratégie du coup d'État permanent. Avouez que pour un dimanche 5 mai, c'est un programme alléchant. Et les bonnes choses ne sont d'autant plus bonnes que si on les partage avec ceux qu'on aime. Donnez cette émission au peuple africain. Donnez-la. Donnez-la. Alors, commençons par le premier point, à savoir, eh bien, la définition du coup d'État permanent. Qu'est-ce que c'est que le coup d'État permanent?
La notion de coup d'État permanent renvoie à une stratégie par laquelle, eh bien, un certain nombre d'acteurs politiques, pour prendre le pouvoir ou pour conserver le pouvoir, invoquent et utilisent en permanence le sabotage des institutions quand ils sont dans l'opposition, ou invoquent en permanence des menaces contre les institutions pour justifier le fait qu'ils s'éternisent au pouvoir. Je recommence. Le coup d'État permanent. C'est une stratégie politique consistant à prendre le pouvoir par le sabotage continu des institutions ou, quand on est au pouvoir, à conserver le pouvoir par le même sabotage continu des institutions et en inventant en permanence des coups d'État imaginaires, ayant pour but de légitimer un pouvoir qui est coupé du peuple. Le coup d'État permanent, c'est donc en quelque sorte l'instrumentalisation du chaos, l'instrumentalisation du désordre, l'instrumentalisation de la menace. Quand la menace n'existe pas, on l'invente. Quand elle n'existe pas, on la crée, de telle façon qu'on l'utilise comme un moyen d'auto-légitimation. La notion de coup d'État permanent, ainsi évoquée, a une histoire dans l'histoire politique. Il y a un essai politique célèbre écrit en 1964 par celui qui était alors opposant au général Charles de Gaulle en France. Il s'appelait François Mitterrand. Il devait être élu en 1981 président de la République française. Quand il était opposant et quand il se préparait à sa première candidature à l'élection présidentielle française, l'avocat François Mitterrand avait rédigé un essai intitulé « Le coup d'État permanent ». Cet essai de 1964, publié chez Plomb, à Paris, établissait que sous le général de Gaulle, on assistait à une trahison de la promesse d'impartialité qu'il avait faite aux Français en 1958, que sous le général de Gaulle, on assistait à un affaiblissement volontaire provoqué par le général de Gaulle du Parlement français et du gouvernement français, avec une concentration massive des pouvoirs entre les mains du général qui avait mené le coup d'État, qui avait mené la résistance et qui avait organisé la libération de la France avec les troupes africaines, les troupes anglaises et les troupes américaines. Mitterrand accusait de Gaulle en 1964 d'avoir créé un parti qui ressemblait à un parti unique, le Rassemblement pour la France, le RPF, qui à partir de 1949 faisait de Gaulle le personnage politique central, en France, et contraignait littéralement ses adversaires à se soumettre ou à disparaître. Enfin, à travers la notion de coup d'État permanent, dans son essai de 1964, François Mitterrand entendait l'abus, l'instrumentalisation de la justice et de la police par le pouvoir de Gaulle pour réprimer les partis d'opposition et les leaders d'opposition. Voilà comment Mitterrand élabora la notion de coup d'État permanent pour, en tant qu'opposant, critiquer le régime de Gaulle en disant que c'était un régime qui détruisait l'état de droit afin de pouvoir exercer un pouvoir autoritaire, dictatorial, un pouvoir d'exception sur le peuple français. Mais il faut rappeler aussitôt que cette notion de coup d'État permanent, définie ainsi dans l'essai de 1964 de François Mitterrand, elle-même avait été inspirée d'un ouvrage très célèbre pour ceux qui connaissent l'histoire des idées socialistes et des idées marxistes-léninistes, à savoir le livre de Léon Trotsky, publié en 1929 sous le titre de La Révolution permanente. Par révolution permanente, Trotsky entendait l'idée que la révolution, c'est-à-dire le renversement des dominants, ne doit jamais s'arrêter tant qu'il existe encore des poches de domination à l'intérieur d'un pays ou dans le monde. Ainsi, pour Trotsky, en 1929, la lutte contre la domination, l'exploitation de l'homme par l'homme, devait se poursuivre dans tout pays où il y avait encore des privilégiés, des castes, des oligarchies, des profiteurs. Et que cette lutte devrait également se poursuivre partout dans le monde. C'est ce qu'on a appelé l'internationalisme révolutionnaire,
Tant qu'il y aurait des pays dans lesquels les travailleurs sont dominés, dans lesquels il y a des pauvres parce qu'il y a des riches qui les exploitent, Trotsky pensait que la révolution devait s'éteindre. Donc, le concept de coup d'État permanent, si vous avez bien compris mon exposé introductif, renvoie à un usage de la déstabilisation qui varie selon la position de celui qui l'utilise. Quand on est dans l'opposition et qu'on invoque le coup d'État permanent, c'est pour accuser le pouvoir de ne pas respecter le droit, de ne pas respecter l'état de droit. Donc, on accuse le pouvoir de se menacer lui-même en permanence pour se donner les moyens d'agir exceptionnellement. Quand on est au pouvoir et qu'on utilise le coup d'État permanent comme méthode de gouvernance, on passe son temps, bien sûr, à accuser l'opposition de vouloir renverser le pouvoir et on utilise cette accusation pour se donner des moyens exceptionnels permettant d'écraser le peuple et d'écraser l'opposition. Toute cette notion renvoie à la problématique du changement politique. Et le fait que ceux qui veulent le pouvoir ont tendance à vouloir le pouvoir pour ne plus le céder, tout comme ceux qui ont le pouvoir ont tendance à exercer le pouvoir dans le but de toujours le conserver. Jean-Jacques Rousseau faisait remarquer utilement que le pouvoir absolu corrompt absolument. Or, la tendance de celui qui exerce le pouvoir est très forte dans l'abus. Et bien sûr, ses victimes ont tendance à lui reprocher cet abus. Alors, Alassane Dramane Ouattara utilise la stratégie du coup d'État permanent. De quelle façon? Il l'utilise de deux façons. Quand il était dans l'opposition, on le verra, il n'a jamais arrêté de fomenter des coups d'État. En permanence, Alassane Dramane Ouattara fomentait des coups d'État, en partant du principe que celui qui est au pouvoir est en train de détruire l'état de droit, ne respecte pas la démocratie, est un incompétent, est quelqu'un qui n'a pas grandi dans un pays de démocratie. Bref, en fait, Alassane Dramane Ouattara diabolisait le pouvoir pour pouvoir justifier le fait de le renverser par tous les moyens possibles. Quand il était dans l'opposition. Mais quand il est arrivé au pouvoir, Alassane Ouattara s'est mis à diaboliser l'opposition en l'accusant de vouloir le renverser de toutes les manières possibles. Et à travers cette accusation, il s'est donné les moyens de brimer, de massacrer, de tuer, d'emprisonner, de pourchasser. Il s'est donné les moyens de ruser et de mentir en permanence. Donc en fait, Alassane Dramane Ouattara est un champion dans l'usage de cette stratégie, le coup d'État permanent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que la notion de coup d'État permanent est bien assise dans tous les esprits? J'ai montré que c'est une notion qui peut s'utiliser de deux façons. Quand on est dans l'opposition, on diabolise le pouvoir, ce qui permet de légitimer le fait de le renverser violemment. Mais quand on est au pouvoir, on diabolise l'opposition, ce qui permet de légitimer le fait de l'éliminer violemment. Dans les deux cas, il s'agit de l'instrumentalisation de la même notion. Alassane Ouattara est un as en la matière. Car quand il était dans l'opposition, il a utilisé la stratégie du coup d'État permanent. Il a sans cesse cherché à renverser ceux qui étaient au pouvoir, quand il était opposant. Et quand il est devenu président, à l'issue de toutes ces stratégies de coup d'État, Alassane Dramane Ouattara s'est mis à utiliser la même stratégie de coup d'État, mais contre l'opposition et le peuple. C'est-à-dire qu'il s'est mis, chaque fois que c'est nécessaire, à inventer des coups d'État pour continuer à bénéficier de ces coups d'État à lui. Donc Alassane Ouattara est un putschiste ontologique. Il fait en permanence des coups d'État. Ici, la notion de permanence signifie que l'homme ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir. L'homme Ouattara Dramane. Opposant, il est constamment en train de faire des coups d'État. Président, il continue à faire des coups d'État. Il fait des coups d'État à l'endroit, il fait des coups d'État à l'envers. Alassane Dramane Ouattara. Le putschiste à l'endroit et à l'envers. Le putschiste permanent. C'est de lui que je vous parle. Et il fallait que vous maîtrisiez cette notion et que vous compreniez les nuances dans lesquelles elle a été employée. Mitterrand, par exemple, l'a utilisée quand il était dans l'opposition contre De Gaulle pour accuser De Gaulle. Au point que De Gaulle a dû dire « mais je ne vais quand même pas devenir dictateur à 70 ans passés. C'est trop tard. » De Gaulle s'est défendu de façon assez remarquable contre cette accusation, même si en 69, il devait quitter le pouvoir, mais de façon régulière. Mais avec Alassane Dramane Ouattara, on a
quelqu'un qui a utilisé la notion quand il était opposant et qui l'utilise en tant qu'exerçant le pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui, sans cesse, dirige par la menace, l'intimidation, le chaos, qui dirige sans cesse en semant la peur, en agitant des monstres, en agitant des épouvantails, qui dirige sans cesse en traumatisant, qui dirige sans cesse en pestant, en crachant du feu par ses naseaux, qui dirige sans cesse en invoquant le mal, en espérant le mal, en voulant le mal, et en se présentant comme le protecteur contre le mal qu'il invente lui-même. Et cela est typiquement, ce double usage du coup d'État est typiquement la méthode du diable dans la théologie juive, dans la théologie chrétienne et dans la théologie musulmane. Le diable, qu'on appelle Satan, Shaitan, le diable, hein, qu'on appelle encore sous certaines de ses figures Iblis, est un spécialiste dans le double usage de la stratégie du coup d'État. D'abord, en tant qu'opposant, il conteste tout ce que Dieu fait et il est chargé de le faire. Et dès lors qu'il est avec ses démons, il passe le temps à soupçonner les anges de vouloir le renverser, de vouloir prendre le pouvoir qu'il a sur ses propres démons. Donc, le diable est connu dans la mythologie des trois religions monothéistes comme étant un esprit profondément diviseur, divisant. On l'appelle le diabolos. Diabolos en grec signifie celui qui divise. On l'appelle le calomniateur. Et il est souvent représenté par une bête à deux cornes, une bête biscornue. Parce que c'est un spécialiste du double langage. C'est un individu loufoque. C'est un individu sans unité, sans cohérence, qui passe d'un point de vue à son opposé, sans transition. C'est ça, Diabolos. C'est cela, Shaitan. C'est cela, Iblis, dans la théologie islamo-judéo-chrétienne. Et Alassane Draman Ouattara, de ce point de vue, est un excellent serviteur du Diabolos. Car vous allez voir comment il a utilisé cette méthode du coup d'État permanent matin, midi et soir depuis que sa carrière politique a commencé en Côte d'Ivoire. Et c'est l'objet de la deuxième partie de notre exposé. Alassane Draman Ouattara, le putschiste permanent au travail. Le putschiste permanent au travail. C'est une longue histoire de souffrance que nous allons résumer. Alassane Draman Ouattara débarque dans les années 88-89 dans la classe politique ivoirienne. Il y a été notamment introduit par celle qui est à l'époque déjà sa concubine, Dominique Nouvian Folorou. Et en tant que fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la succursale de la Banque de France, et ancien fonctionnaire du FMI, il a aussi des relations avec tous les banquiers de la sous-région qui finissent par le présenter au président Félix Houphouët-Boigny. C'est par ces deux chemins que Ouattara arrive au milieu de la classe politique ivoirienne. Il était inconnu dans la classe politique ivoirienne pendant toutes les années 60. Pourtant, il est supposé être né en 1942. Il était inconnu dans toute la classe politique ivoirienne pendant pratiquement toute la décennie des années 80. D'accord? Alassane Draman Ouattara commence à être connu dans la classe politique ivoirienne à la fin des années 80. Il est introduit par Dominique Nouvian Folorou, il est introduit par Abdoulaye Fadiga et d'autres fonctionnaires sous-régionaux. Voilà comment son nom finit par résonner dans les oreilles du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut que vous vous souveniez de cela, car vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, quand il a eu envie de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il lui a fallu utiliser la stratégie du coup d'État permanent. Comme il était inconnu dans la classe politique ivoirienne, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, il était inconnu.
Dans les années 70, il était inconnu. Dans les années 80, il était encore fortement inconnu. C'est vers la fin des années 80 qu'on commence à le connaître. Et l'une des preuves qu'il était vraiment inconnu, c'est que quand le duo Compaoré-Sankara fait le coup d'État du 4 août 1983 au Burkina Faso, ils approchent Alassane Dramane Ouattara en tant que citoyen voltaïque à cette époque-là. Ils l'approchent pour lui proposer un poste de ministre au Burkina. Alassane Ouattara, conseillé par ses amis néolibéraux, ultralibéraux du FMI et de la BCAO, va décliner l'offre à cause du caractère révolutionnaire et du caractère d'extrême gauche du régime du président Thomas Sankara et de celui qui était alors son alter ego, Blaise Compaoré. Donc Alassane Ouattara a failli tout à fait commencer tout naturellement une carrière politique en Haute-Volta. Avant même que le pays s'appelle Burkina Faso, il était déjà sollicité pour un poste de ministre des Finances, puisqu'il était à l'époque l'un des rares détenteurs d'un doctorat supposément en économie, croyait-on alors. Donc, il faut que vous sachiez qu'il arrive en 1988-89 dans l'environnement du président Félix Houphouët-Boigny à travers les relations. Le fait que Dominique Nouvian-Folorou, qui est la blanche colombe du président Félix Houphouët-Boigny, mais également un certain nombre de hauts fonctionnaires de la sous-région, finissent par remonter, entre autres, son nom au président Houphouët-Boigny, qui est à la recherche d'un certain nombre de technocrates pour négocier le virage difficile de la crise des matières premières, du prix des matières premières qui pousse l'économie ivoirienne vers son effondrement en termes de recettes, eh bien, dans les années 70-80. Donc, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il a un problème, c'est qu'il n'a pas de base sociale. Il n'a pas fait ses études là-bas, ni l'école primaire, ni le collège, ni le lycée, ni l'université de Côte d'Ivoire ne connaissent M. Alassane Dramane Ouattara. Et alors qu'on le copte pour une mission technocratique, on le copte parce qu'on suppose qu'il est un économiste et qu'il a une certaine connaissance du fonctionnement de la finance internationale, lui, il a déjà l'intention d'avoir une carrière politique. Alors que le président Houphouët-Boigny le prend à ses côtés pour des raisons purement technocratiques, Alassane Dramane Ouattara, lui, mûrit déjà l'ambition de devenir chef de l'État de Côte d'Ivoire à partir de cette date. Voilà le malentendu. Le président Houphouët-Boigny croit compléter son équipe de technocrates, alors que Alassane Dramane Ouattara, quant à lui, voudrait avoir une carrière politique dans le pays. Alors, comment avoir une carrière politique dans un pays où on est inconnu au bataillon de la classe politique? Il n'y a que deux façons de le faire. La première façon, c'est d'afficher clairement ses ambitions et de solliciter l'adhésion libre et volontaire du peuple ivoirien à la volonté de le gouverner, manifestée par ce citoyen adoptif. Ça, c'était la méthode la plus noble. Alassane Dramane Ouattara aurait dû, s'il respectait le peuple ivoirien, s'il respectait Dieu et s'il respectait sa propre conscience, il aurait pu, dès son entrée dans la classe politique ivoirienne, dire au président Houphouët-Boigny, j'aimerais servir quand Dieu le voudra, quand le peuple ivoirien le voudra, j'aimerais moi aussi servir aux plus hautes fonctions, j'aimerais servir le peuple de Côte d'Ivoire. Il aurait eu le courage de se tenir devant les Ivoiriens pour dire, vous ne me connaissez pas, certes, je suis un de vos fils adoptifs, eh bien, je suis originaire du Burkina Faso, comme on l'appelle aujourd'hui, Haute-Volta, comme on l'appelait avant, mais je peux être utile à la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara voulait jouer à la régulière, c'est ce qu'il aurait dit. Et les Ivoiriens auraient eu le temps qu'il leur faut pour considérer sa demande. N'est-ce pas? Puisque Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, de père hongrois, n'a-t-il pas été président de la France? Barack Obama, de père kenyan, n'a-t-il pas été président des États-Unis? Bon, les Français ont fini par accepter un fils de Hongrois comme président. Les Américains ont fini par accepter un fils de Kenyan comme président. Donc, si Alassane Ouattara avait joué clair jeu avec le peuple ivoirien, on n'aurait pas connu les tragédies que nous connaissons. On n'aurait pas connu les 35 ans de souffrance que le peuple ivoirien vient de connaître par la faute de cet homme n'aurait pas été possible si Alassane Ouattara avait été honnête.
Au lieu de choisir le chemin de l'honnêteté, de la vérité et de la justice, et d'aller à la conquête libre, volontaire, véridique du cœur du peuple ivoirien qu'il aspirait à diriger, Alassane Ouattara a choisi plutôt la voie de la ruse, de la manipulation. Il a choisi la voie du coup d'État permanent. La décision grave prise par Alassane Draman Ouattara de choisir la voie du coup d'État permanent est la source de l'essentiel des souffrances que le peuple ivoirien a connues depuis 35 ans. Alassane Ouattara est donc nommé Premier ministre avec une mission de redressement économique de l'État. Mais au lieu de s'occuper du redressement économique de l'État, Alassane Ouattara commence le coup d'État permanent en mettant en place en 1991 la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. La carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire place en situation de pression administrative les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Ghanéens, les Sénégalais, bref, tous les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire sont par cette décision de Ouattara désormais sous la pression de l'État. On commence donc à les contrôler aux entrées et sorties des mosquées. On commence à les contrôler dans les cars pour vérifier s'ils ont la carte de séjour. On commence à les repérer pour ceux qui avaient déjà intégré les administrations ivoiriennes pour les sortir de l'administration. On commence à les repérer dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises parapubliques. Alassane Ouattara vient de piéger toute la société ivoirienne. À partir du moment où l'État, se réglant sur la loi, mise en place par Alassane Draman Ouattara, qui a créé la carte de séjour des étrangers, se met donc à vérifier le statut des Ouest-Africains sur le sol ivoirien, il va se produire un effet qu'Alassane Ouattara recherchait, à savoir la confusion entre les Ouest-Africains venus des pays limitrophes et les Ivoiriens du Nord. En effet, lorsque vous devez vous assurer qu'un Traoré a ou non ses papiers, vous tombez aveuglément sur tout Traoré que vous trouvez. Que ce Traoré soit un Traoré ivoirien, ou qu'il soit un Traoré guinéen, un Traoré sénégalais, ou un Traoré burkinabé, ou un Traoré malien, vous l'arrêtez d'abord. Vous le garez au bord du chemin et vous vérifiez ses papiers. Voilà comment, grâce à une décision d'Alassane Draman Ouattara, à cause d'une décision d'Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens du Nord se sont sentis ciblés par l'État de Côte d'Ivoire, qui, pour ainsi dire, commençait à se saboter lui-même, en créant une méfiance entre lui, l'État, et une partie de ses ressortissants, les Ivoiriens du Nord. Alassane Ouattara venait de constituer son premier bétail électoral. Écrivez ça. Je suis en train de vous expliquer l'alchimie d'un sorcier. Il devait piéger avec cela le PDC-RDA. Il allait piéger le président Bédié. Il allait amener le président Bédié dans ce piège de l'ivoirité, l'enfermer dedans. Lui prêter la haine du Malien, la haine du Guinéen, la haine du Voltaïque, du Burkinabé, la haine du Malien, la haine du... Il devait lui prêter toutes les haines qu'il avait lui-même fomentées. Voilà comment la politique de l'ivoirisation des cadres, prise sous le président Bédié, a en réalité servi Ouattara. Elle lui a permis de constituer un bloc. On continue le coup d'État permanent de Ouattara. Pour déstabiliser le pays, il fomente à travers son cousin Gaoussou. Il va fomenter la Charte du Nord, un document dans lequel les Ivoiriens, des Ivoiriens issus principalement de la partie nord du pays, qui se sentent confondus dans les contrôles au faciès avec leurs frères du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, ils font une déclaration dans laquelle ils menacent de couper, mais de créer une autre république, si ça continue. Ouattara est derrière. C'est-à-dire que le type a mis en place une loi qui lui permet de diviser la Côte d'Ivoire. Alors, arrive sous ces entrefaites le décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. Alassane Ouattara, qui revendique
en réalité la paternité de la Charte du Nord et qui se positionne comme le défenseur des Ivoiriens qui se reconnaissent derrière la Charte du Nord, Alassane Ouattara revendique pour la première fois ouvertement le pouvoir d'État. Les témoins ont parlé avant de mourir. Le ministre Laurent Donafologo, qui était secrétaire général du PDCRDA, a témoigné avant de mourir. Celui qui était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, sous le président Félix Houphouët-Boigny, et pendant quelque temps sous le président Bédié, le général Robert Gueye, a témoigné avant de mourir. Alassane Ouattara est allé les voir. Il est allé voir le secrétaire général du PDCRDA, le ministre Laurent Donafologo, pour lui demander de s'associer à lui, pour qu'il aille se proclamer président de la République. Alors que l'article 11 de la Constitution ivoirienne d'alors prévoyait que, en cas de décès pendant son mandat du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Aimé-Henri Konan Bédié, qui doit exercer les fonctions de président de la République jusqu'à la tenue des prochaines élections. Alassane Ouattara, que vous voyez, a tenté un coup d'État, s'appuyant sur sa base arrière, la Charte du Nord, et sur le fait qu'il avait commencé à grouper certains officiers du Nord derrière lui à l'intérieur de l'armée, certains cadres du Nord derrière lui à l'intérieur du pays, certaines entreprises de nos frères du Nord derrière lui à travers cette Charte du Nord. Ouattara va voir le général Gueye pour lui dire de mettre l'armée à sa disposition. Lui, Ouattara. Laurent Donafologo refuse, Robert Gueye refuse, Alassane Ouattara échoue son coup d'État. Le président Bédié va exercer la fin de mandat du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'en 1995, date à laquelle il va devoir organiser de nouvelles élections présidentielles. Mais en 1995, comme Alassane Ouattara sait qu'il ne peut pas être candidat à l'époque, puisque lui est opposé la loi qu'il avait lui-même mise en place, selon laquelle les étrangers, bien sûr, n'ont pas droit à la pleine citoyenneté en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, se sachant exclu, s'associe dans le cadre du Front républicain au FPI. Et il souhaite que le FPI renverse le régime du président Henri Konan Bédié, pour lui, Alassane Dramane Ouattara, qui, prudemment, reste à l'étranger. Il s'installe à l'étranger, très loin de la Côte d'Ivoire. Il fait signer, grâce au RDR qu'il a fait créer avec les Jenny Kobina, il fait signer une alliance avec le FPI. Et cette alliance a pour but de provoquer une insurrection pour renverser le régime du président Bédié. Mais Alassane Ouattara, lui, n'est pas là. Il attend que le président Gbagbo, secrétaire général du FPI à l'époque, parce que c'est comme ça que ce parti était structuré, comme les partis de gauche, il n'y avait pas de président. Il jette Laurent Gbagbo et le FPI dans la fournaise du boycott actif de 1995. Il se planque à l'étranger. Et comme ce boycott actif, c'est-à-dire le refus de participer à l'élection présidentielle, n'aboutit pas à la chute du régime Bédié, le régime Bédié est donc reconduit. Le président Aimé-Henri Konan Bédié gagnant l'élection face à des candidats certes mineurs, dont l'homme à la clé, je m'en souviens encore, le professeur Francis Vanga-Vaudier du PIT. Voilà pour 1995. Alassane Ouattara s'arrête-t-il? Tout le temps qu'il est en exil, il fait des déclarations incendiaires contre le pouvoir Bédié. Les coupures de presse existent encore dans lesquelles il a dit « je rendrai ce pays ingouvernable. Je frapperai ce régime et il tombera. » Avant le coup d'État du 24 décembre 1999, Alassane Dramane Ouattara avait annoncé même que cela arriverait avant la fin de l'année 99. Et il le fit. Car le coup d'État du 24 décembre 1999 a été perpétré par des sous-officiers essentiellement fidèles à Alassane Dramane Ouattara. C'est pour lui qu'ils l'ont fait. Et pour maquiller que ce coup d'État était fait pour lui, ils ont mis le général Robert Gueye en avant. Le général qui devait s'avérer le balayeur qui devait être balayé.
Alors, Alassane Ouattara revient en 99. Il félicite le général Robert Gueye pour le coup d'État. Il dit que c'est un très bon coup d'État. Il le défend, ce coup d'État, en français et en anglais dans la presse internationale. Bob a fait du bon travail. Citation. Alassane Ouattara, ça a été quelqu'un qui a prospéré dans le coup d'État. Il revient donc en décembre 99, très heureux. Et on voit très bien la répartition, la première répartition du pouvoir dans la transition dirigée par le général Gueye, que c'est Alassane Dramane Ouattara et le RDR qui mènent la barque. Ce qui amènera le secrétaire général du FPI, lui de retour du Gabon, Laurent Gbagbo, a dit si c'est un coup d'État du RDR, qu'on nous le dise clairement. On a connu un coup d'État en Afrique. Si je peux citer des coups d'État. Le président Joseph Kabila, Monsieur Laurent Désiré Kabila, a connu un coup d'État. C'était en RDC. On parle de Thomas Sankara. Il a connu un coup d'État. Il y avait aussi un président tchadien qui a connu un coup d'État. Il y a beaucoup de présidents qui ont connu des coups d'État. Mais comment eux n'ont pas pu échapper de tous ces coups d'État? On peut aussi parler de Muammar Kadhafi, le roi africain. Il a connu un coup d'État. Il y a aussi des coups d'État constitutionnels et anticonstitutionnels. Il y a aussi des coups d'État politisés. Il y a aussi des coups d'État gouvernementaux. Les coups d'État sont diversifiés. Mais aujourd'hui, l'Occident a imposé une personne à la tête de l'Afrique pour mieux contrôler l'Afrique. Et la personne, c'est Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Il est là comme un patin. Plus de 34 ans au pouvoir. Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir. Lui, il a fait 35 ans, si je ne me trompe pas. Il a dépassé le président le plus traîné au pouvoir, Kejama. C'est vraiment absurde et humiliant. Merci à vous, le professeur Franklin Nyamsi, pour votre analyse. Merci encore pour votre recherche, vos investigations. Vraiment, vous aidez la population africaine et vous nous aidez vraiment à bien faire nos recherches. Merci pour votre réelle attention. Merci pour votre abonnement. Je vous dirai, je vais saluer une personne vraiment très importante pour moi, et il ne cesse pas vraiment de me soutenir, il ne cesse pas vraiment de m'assister, il ne cesse pas vraiment d'être toujours tout près de moi pour m'assister dans la prière, financièrement, moralement, spirituellement, d'une manière ou d'une autre. L'homme de Dieu, le pasteur Patrick Moudiassa, le pasteur Patrick Moudiassa, que Dieu puisse vous bénir. Je salue aussi votre communauté, Église évangélique de Jésus-Christ de Nazareth, Église évangélique de Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur Patrick Moudiassa, ensemble avec maman Myriam Ombuta. Et Dieu c'est un grand merci à notre bishop, le papa John Makis Israël, le secrétaire Chirac Massamba, maman Evelyne et tout le monde que je travaille avec, c'est mes confrères, consoeurs, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de vous abonner, de commenter, de liker et de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis vivement merci. L'Afrique unie et indivisible. Merci, bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishopé. John Makiese bitumbo azobunda Ezaya nzotote Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Pona mboka na yo bunda Loba non 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 non.